Voilà, chers étudiants, on a fini avec le formalisme mathématique. Maintenant, on va faire la transition vers la physique. Et pour cela, on a besoin de ce qu'on appelle d'un ensemble de postulats qu'on appelle les postulats de la mécanique quantique. Donc, on va voir ensemble 5 postulats. Ces postulats, ils vont traduire le formalisme mathématique en physique. Donc, c'est ça ce que nous allons faire. Et on va commencer par le premier postulat, qui est intitulé « État du système physique ». L'état dynamique d'un système physique à un instant t donné est défini par un quête psi de t, qui appartient à l'espace des états 1. C'est tout. Donc, les quêtes psi représentent un système physique. Et lorsqu'on ajoute la notion de temps, c'est un système dynamique. C'est ça ce que veut dire ce premier postulat. Donc, les quêtes représentent des particules, par exemple. Donc, ce sont des choses physiques. Le deuxième postulat, il va parler de ce qu'on appelle les grandeurs physiques mesurables. Donc, toute grandeur physique mesurable, par exemple, position, quantité de mouvement, énergie, et ainsi de suite. Toutes ces grandeurs physiques mesurables, ils sont représentés par quel outil mathématique? Donc ici, le postulat dit, à chaque variable dynamique ou grandeur physique mesurable, grand A, est attaché un opérateur grand A, qui est une observable de l'espace des états. Ça veut dire, les observables, ils représentent des grandeurs physiques mesurables. Alors c'est pour cela qu'on s'est intéressé surtout à la notion d'observable. Exemple pour ça, donc pour la position, donc on a l'opérateur x. Pour la position à 3 dimensions, on a l'opérateur r. Pour l'impulsion ou bien la quantité de mouvement, on a px. Par exemple à 1 dimension ou bien à 3 dimensions. Et tous ces opérateurs-là sont des observables. Ça veut dire ce sont des opérateurs hermétiques et leur base de vecteurs propres, c'est une base orthonormée. C'est ça ce que ça veut dire observable. Il y a aussi l'énergie. L'énergie, il vous correspond l'opérateur hamiltonien que vous connaissez tous. Donc, l'opérateur hamiltonien, c'est une observable. C'est ça ce que veut dire le deuxième postulat. On va aller vers le troisième postulat. Il parle des mesures et les résultats de mesures. Lorsque je mesure une grandeur physique mesurable qui est représentée par une observable A, le postulat 3 me dit le résultat de mesure d'une grandeur physique A ne peut être qu'une des valeurs propres de l'observable A correspondante. Ça veut dire une observable, il représente une grandeur physique mesurable et la valeur propre de cet observable, c'est le résultat de la mesure. Très simple. Donc, le quête, postulat 1, le quête psi, c'est un système physique dynamique. Le postulat 2, l'opérateur observable représente une grandeur physique mesurable. Et le postulat 3, les valeurs propres sont les résultats de la mesure. Voilà. On passe au postulat 4, intitulé « Principe de décomposition spectrale, distribution statistique des résultats de mesure ». Voilà. Maintenant, on va s'intéresser aux mesures et aux résultats des mesures. Ça veut dire des mesures des grandeurs physiques. C'est ça l'objectif de ce postulat 4. Il le dit. Donc là, je vais distinguer deux types de spectres. Lorsque j'ai un spectre continu ou bien un spectre discontinu. Je commence par un spectre discontinu. Il dit, la probabilité pour que la grandeur physique A mesurée sur un système, je fais la mesure sur
une particule, et la particule est représentée par un ket. Donc, sur un état psi, prenne l'une des valeurs propres à n de dégénérescence Gn de l'observable A correspondante et donc la probabilité elle est donnée par cette équation là. Donc ça c'est la probabilité pour avoir la valeur propre à n lorsque je fais la mesure d'une observable A sur un ket psi. Donc c'est quoi? C'est la projection de ce ket psi sur le vecteur propre, ça veut dire ici le coefficient CNI, I c'est pour la dégénérescence, sur la norme de la fonction ou bien du vecteur état. Donc ici c'est normal que tous les vecteurs état que nous utilisons, ils doivent vérifier cette relation de normalisation et la norme doit être normalement est égale à 1. Donc on va essayer de manipuler un petit peu cette équation pour que ça soit un petit peu plus clair. Et comme vous le connaissez, le Cn, c'est la projection de psi sur un vecteur propre de la base qui est par exemple Un. J'ai écrit ici, le Cn, c'est la projection de psi sur le vecteur Un. Et le Cn étoile, c'est le conjugué. Et le module de Cn au carré, c'est Cn fois son conjugué. Et je vais essayer de remplacer, de prendre ça et de remplacer chaque terme par son expression dans mon équation ici, celle-là. Ici, c'est le Cn module au carré. Voilà. Donc j'ai mon expression, j'ai le Cn module au carré, je remplace Cn fois Cn étoile, donc ici c'est Cn étoile, ici c'est Cn, et qu'est-ce que je constate ici? J'ai le Un, ket fois Un bras, et je somme sur les i. Ça veut dire quoi? Que ça, ce n'est autre qu'un opérateur qui s'appelle opérateur projection. Donc ce terme-là, il va être appelé opérateur projection sur le vecteur propre Un, que je vais appeler grand P indice n, l'opérateur projection. Je l'ai appelé grand P indice n. Donc la probabilité pour avoir la valeur propre à n n'est autre que la projection du vecteur propre Pn sur psi bras et psi ket. Voilà. Donc c'est une façon pour décrire ce qu'on appelle la probabilité. Je l'ai noté ici. Dans le cas d'un spectre continu, ça reste toujours la même chose, sauf que ici, au lieu de parler de probabilité pour avoir, c'est un élément de probabilité, c'est D de P pour avoir la valeur propre A indice alpha. C'est A indice alpha, c'est la même écriture, sauf que j'ajoute ici l'élément de variation D de alpha. Le reste, c'est la même chose. Maintenant, on a fait des mesures, on a fait des probabilités. Il faut quelque chose de statistique, ça veut dire une valeur moyenne. Alors comment calculer la valeur moyenne d'une observable en mécanique quantique? Donc la valeur moyenne de la grandeur physique A, notez c'est entre crochets, A entre crochets, avec A une observable, parce qu'on avait dit toutes les grandeurs physiques que nous avons, qui sont mesurables, sont représentées par des observables. C'est important ça. Donc elle est mesurée, et la moyenne des résultats d'un grand nombre de mesures de A sur différents systèmes, tous dans l'état psi. Alors, la valeur moyenne de A n'est autre que le A projeté sur psi ket et psi bras, évidemment sur la norme. C'est une façon d'écrire la valeur moyenne, c'est la façon la plus simple pour écrire la valeur moyenne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la valeur moyenne de A? C'est comme vous voyez ici, si je regarde l'équation, j'ai une matrice carrée fois une matrice unicolonne, ça me donne une matrice unicolonne. Et si je multiplie une matrice unicolonne par une matrice uniligne, ça me donne un nombre. Donc la valeur moyenne, c'est un nombre, c'est un scalaire, c'est un résultat de mesure. Donc la valeur moyenne donne un ordre de grandeur de A, mais ne donne aucune idée sur la distribution statistique des résultats de mesure autour de A. Donc maintenant j'ai fait des mesures, j'ai obtenu une valeur moyenne, mais cette valeur moyenne
ne me donne aucune idée de comment sont distribuées les valeurs. Alors pour expliquer ça, j'ai fait un petit tracé ici. Comme vous voyez, j'ai ici un ensemble de résultats de mesure et la valeur moyenne, c'est ce point-là, la valeur moyenne de tous ces résultats de mesure. J'ai fait la même chose et pour la même valeur moyenne, j'ai une autre distribution des résultats de mesure. Alors ici, c'est plus précis que ici, mais la notion de valeur moyenne n'est pas suffisante. Donc il faut, si vous voulez, parler d'une certaine, ce qu'on appelle incertitude sur la valeur moyenne. Donc c'est pour cela qu'on aura besoin d'une autre notion physique qui va tenir compte de l'écart qui existe entre les résultats de mesure. Donc c'est pour cela qu'on parle de ce qu'on appelle l'écart quadratique moyen. Donc cet écart quadratique moyen, qu'est-ce qu'il fait? Il mesure les fluctuations et comment les points de mesure sont dispersés. Alors, pour définir cet écart quadratique moyen, qu'est-ce que je fais? Je fais la différence entre la valeur moyenne que j'ai obtenue et les autres points. Donc parfois la différence va être positive, parfois la différence va être négative. Alors qu'est-ce que je fais? Cette différence, il faut que je la multiplie au carré pour que ça soit toujours positif. Donc c'est pour cela que j'ai écrit la valeur de A moins la valeur moyenne, le tout au carré, et la moyenne de tout ça, la moyenne des différences. C'est ce qu'on appelle l'écart quadratique moyen. Alors lorsque j'effectue le calcul de ça, donc ici c'est A moins B au carré, donc c'est A au carré plus B au carré moins 2AB, que c'est ce que je trouve ici. Et après je le développe un petit peu, la valeur moyenne de tout ça, ce qui me donne que delta au carré, c'est l'écart quadratique moyen, va être égal à la valeur moyenne de A au carré, moins 2 fois la valeur moyenne de A au carré, plus la valeur moyenne de A au carré. Donc ici, ça me donne la valeur moyenne de A au carré, moins le carré de la valeur moyenne. Voilà. Donc ça me donne ce résultat. C'est ça ce qu'on appelle l'écart quadratique moyen. C'est une grandeur physique qui est très importante pour nous. Donc on a discuté un petit peu, ici vous voyez, pour cette distribution, la valeur moyenne c'est de 29 et l'écart quadratique moyen, c'est la racine carrée de l'écart, c'est 31. Par contre, là où j'ai une distribution, la même valeur moyenne, mais ici, l'écart quadratique moyen est égal à 6. Donc c'est l'incertitude. Ici, vous voyez, ça me donne l'incertitude sur les mesures. C'est un résultat qui est bien, c'est une grandeur physique qui est très intéressante pour les données statistiques. Sur la base de cet écart quadratique moyen, on définit ce qu'on appelle la relation d'incertitude d'Eisenberg. Alors, relation d'incertitude d'Eisenberg, elle parle de la mesure de deux grandeurs physiques. La mesure de deux grandeurs physiques, ça veut dire que je vais avoir deux observables. J'ai l'observable A et j'ai l'observable B. Le produit des fluctuations, ça veut dire le produit des écarts quadratiques moyens des opérateurs lors de la mesure simultanée, de la mesure de A et B de façon simultanée, pour un système caractérisé par une fonction d'onde, il doit vérifier cette relation-là. Dans cette relation, on a la valeur moyenne du commutateur. La valeur moyenne du commutateur. Ça veut dire, si A et B commutent, le commutateur est égal à 0. Ça veut dire que la valeur moyenne de A fois la valeur moyenne de B, pardon, l'écart quadratique moyen de A fois l'écart quadratique moyen de B, il doit être supérieur ou égal à 0. Ça veut dire il peut être égal à 0. Ça veut dire je peux à la fois mesurer A et B avec précision. C'est ça ce que ça veut dire. Si maintenant les deux opérateurs ne commutent pas, ça veut dire que je ne peux pas les mesurer de façon simultanée avec précision. Donc c'est une conséquence de cette notion
compatibilité et incompatibilité des résultats de mesure. Donc la question qui se pose, peut-on mesurer de manière idéale la position et la continuité de mouvement d'une particule? Ça veut dire, je vais mesurer x et px qui, eux, ne commutent pas. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais essayer de faire une démonstration. J'ai le commutateur x fois p de x appliqué à psi de x. Et on a fait les calculs pour ça parce que p de x, on avait trouvé c'est moins i h bar, la dérivée par rapport à x. Et je vais appliquer tout ça à ma fonction d'onde psi de x. Ça me donne des petites dérivées qui s'en découlent. Et le calcul me donne que le commutateur x fois p de x va être égal à i h bar. Donc les deux opérateurs ne commutent pas. Alors puisqu'ils ne commutent pas, ça veut dire que je ne peux pas les mesurer de façon simultanée. Ça veut dire que la fluctuation du x', c'est la valeur moyenne delta x fois delta p de x, elle doit être supérieure à un quart de la valeur moyenne de ça au carré. Donc là, j'ai ici IH bar, donc ici je vais avoir la valeur moyenne de IH bar au carré, ça fait H bar au carré. Donc ça veut dire que l'écart quadratique moyen, il doit être supérieur à un quart de H bar au carré. Ça veut dire là que les deux grandeurs physiques, je ne peux pas les mesurer. Donc c'est ça en fait la relation d'incertitude d'Heisenberg qu'on vous donne sans donner les raisons pour ça. Le dernier postulat, il traite l'évolution d'un système dynamique dans le temps. Donc l'équation de Schrödinger, elle régit l'évolution dans le temps d'un quête psi de t. C'est ça l'équation de Schrödinger. Donc elle est écrite sous cette forme-là. Si h bar, la dérivée par rapport au temps de psi, de quête psi de t, est égal à h de t fois psi de t. Donc h de t, c'est l'hamiltonien des systèmes. Donc c'est ça l'équation de Schrödinger. L'équation de Schrödinger n'est autre qu'une mesure de l'énergie. Et l'opérateur qui permet la mesure de l'énergie, c'est l'hamiltonien. Donc c'est une équation en valeur propre. H, l'hamiltonien H fois le vecteur quête psi, il va vous donner la valeur propre qui est l'énergie fois le vecteur quête psi. C'est une équation aux valeurs propres et cette équation-là, il va me donner l'évolution d'un système dynamique. Alors là, on va essayer de développer un petit peu plus ce postulat-là parce qu'il est très intéressant pour nous. Et on va essayer de voir que, en fait, la notion de temps, je peux aussi l'introduire par un opérateur. Et cet opérateur-là, on l'appelle opérateur évolution. Ça veut dire quoi? Si je connais l'état du système à un instant t0, je peux connaître l'état du système à un instant t quelconque par une simple application de cet opérateur que j'appelle opérateur évolution. Donc ça me donne l'état. Autrement dit, si j'ai la fonction d'onde pour un instant t0 donné, je peux obtenir la fonction d'onde, quel que soit le temps, par une simple application d'un opérateur que j'appelle opérateur évolution. Donc comment est écrit cet opérateur évolution? On va essayer de le traiter. Donc je vais essayer de faire apparaître un certain nombre de propriétés de l'opérateur évolution. Donc j'ai ici psi de t est égal à l'opérateur évolution qui va aller, je connais psi de t0 et je veux connaître psi de t. Donc je dois appliquer l'opérateur évolution qui prend le temps t et t0 comme instant. Si j'ai maintenant, au lieu de t0, je vais mettre, au lieu de t, je vais mettre t0, donc je vais mettre psi de t0 est égal à u de t0, t0, psi de t0. Ça veut dire quoi? Que le u de t0, t0 est égal à 1. Donc ça, c'est une des propriétés de l'opérateur évolution. Une autre propriété de cet opérateur évolution, donc pour passer de t0 à t1, j'ai l'opérateur évolution u t1, t0. Et pour passer de t1 à t, je dois utiliser l'opérateur évolution ut, t1. Et pour passer de t0 à t, je dois utiliser l'opérateur évolution
tt0. Donc, pardon, ici c'est tt0. tt0. Donc ici, c'est t0. Donc je vais essayer d'écrire ces expressions. Donc psi de t est égal à u de t0 fois psi de t0. Il est égal aussi à u psi de t est égal à u de tt1 fois psi de t1. Et psi de t1 est égal à u de t0 de t1 t0 fois psi de t0. Ça veut dire, je peux écrire psi de t est égal à u de t0 fois psi de t0, qui va être égal aussi à u de tt1 fois u de t1 t0 fois psi de t0. Ça veut dire quoi? Que u de tt0 est égal à u de tt1 fois u de t1 t0. Donc ça, ce sont des propriétés de ces opérateurs qui sont les opérateurs évolution. Maintenant, je vais essayer de voir ou bien d'injecter l'opérateur évolution dans l'équation de Schrödinger. Je connais l'état psi de t0 et je veux avoir une idée sur psi de t par l'application de u de t0. Donc, dans l'équation de Schrödinger, je vais remplacer le quête psi de t par cette expression et voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, si j'effectue les calculs, donc les calculs sont très simples, s'il vous plaît, essayez de le faire vous-même. Alors, qu'est-ce que je vais trouver en fin de compte? Que le u de t t0 n'est autre que 1 moins 1 sur h bar, l'intégrale de h de t fois u de t t0, fois u de t' d de t. Donc, c'est une expression de l'opérateur évolution. Et dans ce cas-là, je pris en considération le fait que l'hamiltonien est dépendant du temps. Si l'hamiltonien ne dépend pas du temps, j'obtiens un u de t0, l'opérateur évolution, qui est égal à ça. Et ça, c'est une équation qu'on utilise très souvent. Très souvent, c'est comme ça qu'on introduit la notion de temps dans l'équation de Schrödinger. Donc c'est un résultat qui est très important à retenir. Et comme ça, on a donné une idée sur les postulats. Il me reste seulement une chose à vous donner, c'est cette notion d'évolution dans le temps de la valeur moyenne. Donc l'évolution dans le temps d'une valeur moyenne est donnée par cette équation-là. Elle est donnée par cette équation-là. Donc la valeur moyenne de A, d'une grandeur physique mesurable, son évolution dans le temps, n'est autre que son commutateur avec l'hamiltonien H, plus la dérivée de la valeur moyenne de A en valeur moyenne. Donc ça, c'est une équation qui est aussi très utile, qui montre l'évolution de la valeur moyenne d'une grandeur physique mesurable. Et je m'arrête ici. Merci pour votre attention et à la prochaine.